Salam les frérots, on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo avec le frérot Zach. Je suis là, tonton. Ça fait très plaisir. Merci pour Content ta de t'accueillir présence. et content de vous accueillir. On se retrouve aujourd'hui à la Case d'Adri à Lyon. On va faire une petite interview et en même temps on va déguster Bah oui. tes sandwichs, les Bah fameux oui. MSMN. On a commandé, je vous cache pas, j'ai faim. Il est 21h. Les repas arriveront au milieu et on va se faire plaisir. Le but c'est d'avoir une petite discussion décontractée C'est ça. et de déguster en même temps. Tu peux envoyer, y a pas de souci. Allez, nickel. Alors du coup je vais commencer avec un classique que je pense que tu connais bien. Ouais. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et quel a été ton parcours scolaire? Je me suis demandé s'il allait aider ou pas. J'avoue que j'ai posé la question. J'ai déjà répondu à cette question, mais c'est toujours intéressant de le faire pour ceux qui écoutent. Je m'appelle Zakaria. J'ai 29 ans. Je viens de Lyon. Lyon 3e, pas très loin d'ici. Alors je dis Lyon 3e, j'ai grandi une bonne partie à Lyon 3e parce que j'ai habité à partir de 2007 jusqu'à 2021 à peu près où je suis reparti. À la base, je suis né et j'ai vécu aussi à Rieux, à Villeurbanne, à Lyon 8e. Bref. T'as fait un peu tout Lyon et la périphérie. J'ai fait Lyon et la périphérie, vraiment j'ai fait du Lyon dans tous les sens. Lyon 9 également j'ai vécu, mais c'est juste que vu que j'ai vécu 15 ans à Lyon 3, naturellement je dis que je suis Lyon 3. Côté Pardieu ou La Villette, pas loin de la CAF, rue Paul Bert, avec le Coxy Market. Voilà, comme ça je suis pas, vraiment je peux pas être plus précis sur où j'habitais. Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait à l'école? Donc c'est drôle parce que j'ai fait un cursus avec du STI, donc j'ai redoublé ma seconde, ensuite je suis en première STI 2D pour faire terminal ES. Aucun sens. C'est très particulier la STI. En fait c'est bien la STI 2D mais c'est très scientifique et je suis pas quelqu'un de très scientifique, ou en tout cas c'est pas là où j'excelle. Quand mes profs en première ils m'ont dit mais t'es bon en anglais, en histoire, en langue, c'était pas dans la bonne filière frère. Je leur ai dit ouais mais moi j'ai pas envie de refaire une première. Ils m'ont dit mais tu peux passer en terminale ES, faut juste que tu trouves un lycée qui accepte. Et du coup... J'étais dans une petite classe, on était moins de 20, 17 je crois, un truc comme ça. Vraiment la classe était petite, donc en fait ils m'ont accepté facilement. D'accord. Là j'ai fait terminale ES, et après j'ai fait une école de commerce, INSEC. Donc INSEC Lyon. Au début c'était l'ECE, l'école de commerce européenne, qui est devenue INSEC. Du coup j'ai fait un BBA en 4 ans. Au garage Citroën, pour ceux qui suivent, pas très loin d'ici, encore une fois. Toujours sur Lyon. Toujours sur Lyon. Donc j'ai fait en 4 ans, avec une scolarité où j'ai dû rattraper un semestre à un moment, parce que mon Erasmus que j'ai fait en Belgique, c'est très mal passé, j'étais pas un très bon élève. J'étais pas très assidu non plus. Mais finalement, au final, ça a roulé. Donc, je l'ai eu en 2018. Et depuis 2018, on est maintenant en 2024, à plein temps dans la création de contenu. Et du coup, c'était l'équivalent de quoi? D'un master? Ouais, c'est un master 1. J'aurais pu pousser à Bac+5, sauf qu'à l'époque, je créais déjà du contenu, je gagnais déjà ma vie, je faisais déjà la création de contenu. L'école, j'en pouvais plus. Donc, quand la première porte de sortie qui m'a dit « T'as un diplôme, tu peux arrêter là, ou alors faire l'année en plus », j'ai dit « J'arrête là ». Et je suis arrêté là. Du coup, bah, moi, pour revenir sur ce que tu disais, au final, j'ai eu un Master 1 comme toi. Ouais. Et du coup, moi, j'ai arrêté pour d'autres raisons, parce qu'il fallait que je me marie à ce moment-là, il fallait que je taffe et il fallait rentrer. Prendre ses responsabilités. Exactement. Et là, t'es bien, là, c'est quoi, t'as fini les études? J'ai fini les études depuis 2 ans et demi. Ouais. J'ai travaillé presque 1 an et demi dans une boîte. Ouais. Ça s'est très mal fini. Ok, c'était une boîte de quoi? D'informatique, je suis dans l'informatique. Et du coup, heureusement que ça s'est mal fini. Ça m'a ouvert les yeux, je me suis motivé. Je me suis dit, je vais commencer les streams parce que c'était une période où j'étais au chômage. Et après ça, du coup, je me suis lancé à fond. Je me suis dit, je vais créer ma société dans l'informatique, même si j'ai peu d'expérience. C'était pour faire quoi exactement? De la maintenance Non, moi je suis de base admin système et réseau. Du coup, j'ai aussi fait des études en tant que responsable de projet. Et là, ils m'ont proposé d'être chef de projet jusqu'à, Inch'Allah, l'année prochaine. Top. Wait a minute! Moi, ce qui me fait rire depuis tout à l'heure, c'est que... C'est son interview, mais... Le métier, tellement le métier, tu l'as intégré, la tendance, elle s'est inversée. C'est moi, je me suis bien parlé. Ah ouais, mais en même temps, c'est... Mais je pense que ça peut changer un peu. Je sais pas ce que tu fais, donc c'est intéressant d'apprendre. Ouais, bien sûr. De la personne qui me pose des questions. Donc c'est humble, ça fait plaisir. Bah oui, c'est logique. Chacun ses forces, et puis surtout l'expérience. L'expérience, c'est le meilleur truc. Il n'y a pas mieux que l'expérience pour savoir où est-ce que tu vas aller, ce qui est bien, pas bien, ce que tu fais bien ou mal. Ou alors... ne pas répéter des erreurs. Même moi, après 200 émissions, j'apprends encore. Tu vois. Moi, je le dis toujours. En fait, l'être humain, il est pressé, tu vois. Il veut que tout se fasse vite. Et c'est logique, même moi, j'ai pu être et je peux être comme ça. Mais des fois, que ce soit les gens, la façon de faire et de comprendre des trucs, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on peut penser. Et du coup, faut pas forcément se frustrer tout le temps parce qu'il y a des choses, elles sont faites pour bouger, mais avec du temps. Et du coup, ça n'a pas été trop dur d'allier au moment où tu faisais tes études, la création de contenu et... C'était compliqué? Si, forcément. Au début, c'était pas facile parce que c'était une époque où j'avais commencé la vidéo YouTube en 2015. Donc je faisais des vidéos, je streamais aussi. Le truc le plus compliqué globalement, c'était pas simplement les horaires, mais c'était surtout de garder la tête humble quand tu commences à gagner ta vie alors que tu fais quoi à côté. Moi, ça a vite marché, j'ai eu de la chance parce qu'avant j'étais créateur de contenu. Avec quel âge à ce moment-là? J'avais 20 ans. Donc, du coup, ça a duré de mes 20 ans à mes 23. 2015 à 2018, c'est mes 3 années d'école. Le plus compliqué, c'était d'une, de garder la régularité à côté des cours. Et en plus de la régularité, j'étais
pas régulier du tout. Je pouvais être très actif pendant 3 semaines, inactif pendant 2, ce qui est pas bon. Mais après, comme d'hab, encore une fois, l'expérience. Ouais. C'est avec l'expérience que je l'ai gobé, cette irrégularité. Et après ça, il y avait l'aspect, comme je t'ai dit, faire avant ou après les cours, adapter les streams selon que tu fasses une nocturne ou pas, parce que tu avais Ouais. le lendemain à 8, 9 heures et compagnie. Et surtout, avec le temps, il y avait aussi ce côté, comme je t'ai dit, surtout à partir de 2017, c'est que tu commences à gagner de quoi gagner ta vie. Donc tu as ton statut auto-entrepreneur, tu fais tes déclarations, tu vis, tu machin, tu fais tes trucs. En même temps, tu dois aller à l'école. Et l'école, c'est pas ce qui était toujours passionnant, parce que les écoles de commerce, t'apprends des choses, mais des fois, certaines choses, Tu peux pas passer. t'as l'impression que c'est des matières pour combler, quoi. Tu vois. Je me rappelle, après, en soi, ça peut être intéressant, tu vois, si t'es voué à faire ça, mais j'avais une matière de commerce international. C'était des espèces de feuilles où t'apprenais, grosso modo, selon l'import ou l'export, les bonnes cases à remplir. C'est le truc le plus inintéressant que j'ai fait de ma vie. Genre, je m'en rappelle, ça puait sa mère. Ouais, mais je vois bien le genre de cours. Je manque pas de respect au prof ou à l'enseignant, ouais, mais c'est juste, c'était vraiment pas intéressant. Sauf si t'étais voué à faire ça, là oui, t'apprenais des trucs de fou. C'était les incoterms. Voilà, c'est bon, le truc qui est revenu dans la tête, ça s'appelait les incoterms. C'était nul. Tous les frérots qui ont fait c'est du commerce international. Vous saurez de quoi ils parlent. Les incoterms est un terme normalisé qui sert à définir les droits et devoirs des acheteurs et vendeurs participant à des échanges internationaux et nationaux. Donc, ça correspond à ce que je te disais. Tu vois, avec des espèces de tableaux, des cases que tu remplis de. C'était. Voilà, tu vois un peu. C'était pas passionnant. Voilà. Ça m'a marqué parce que c'était nul. Voilà. Du coup, comme tu disais, tu as été joueur compétitif Call of Duty. Moi, je te mens pas, je te connais depuis cette période-là. Ah ça fait plaisir. Tout à l'heure, en préparant la vidéo, je suis remonté parce que j'ai un compte Twitter qui date de cette période. Et je te tweetais déjà à cette période. Ah ouais, c'est beau ça. Je te jure, je peux te le ressortir après si tu veux. Ouais, c'est beau. Moi, du coup, j'étais à fond, comme je pense tous les gamins de mon âge. D'ailleurs, j'ai 25 ans. Donc, ce que je vais dire, t'as quel âge? Les gens qui étaient un peu plus en avance sur nous, parce que moi, j'étais encore mineur. J'avais 17-18 ans, toi, t'en avais 12-13. C'est ça, tu vois, c'était bien la période où tout le monde se séchait à Call of. Consommait Monsieur le V12, Gotha, je crois, à ce moment-là aussi, s'était lancé. Ouais. Toi, tu t'étais pas lancé, mais tu faisais partie de la scène. Gotha, il faisait des vidéos déjà, moi, j'en faisais pas encore. J'ai essayé de m'inscrire pour faire des compètes. Logique. Mais le problème, déjà, je pense que j'avais pas le niveau. Si je me mentais à moi-même, je me trouvais plein d'excuses. Et surtout aussi, j'avais pas l'âge. Tu vois, c'est connu, mais les grands, ils aiment pas jouer avec les petits. À l'époque, ils disaient, dans des équipes, ils refusaient à la voix. C'est ça. On va dire, je vivais un peu ce truc, mais par procuration, en regardant ce que vous faisiez. Comme tu disais, tu étais un joueur compétitif Call of. Mon souvenir, tu avais quand même un bon niveau. Ouais, ça va. C'était quoi ton meilleur souvenir en termes de compétition, de LAN que tu as fait ou dans l'univers Call of? C'est mon classique, c'est la Farwind 2. Alors lui, c'est mon préféré parce que je le connais depuis qu'il est tout petit. Nani, Gamoniac Nani. C'est le premier tournoi sur Call of Duty Black Ops 2. C'était un des meilleurs résultats que j'ai pu faire. On a fini 2e, derrière la meilleure équipe de l'époque qui était avec Brox et tout. Et surtout, on avait battu Millennium, l'équipe de Gotaga, Corentin, qui venait d'être annoncé en grande pompe, joueur professionnel, des locaux à Marseille et blablabla. Moi, j'avais suivi... Nous, on est arrivés, on les avait battus. Et on était très contents. Et avec qui dans ta team à cette époque, si tu te souviens? Devix, Devisa et Deluxe. Dylan, Rémi et Greg. Il y avait une team aussi avec Zyler, je crois. Ouais, Zyler. Du coup, on a reçu les MC Men. On a tous les deux pris Kefta Cheddar, c'est ça? C'est ça. Si tu veux c'est ça, mais victime de son succès, il n'y en a plus. Il faudra venir, je pense, la prochaine fois à midi. Pour avoir déjà goûté le Kefta Cheddar, c'est une valeur sûre. Je pense que c'est celui qui marche le mieux, non? C'est équivalent de Big Mac, quasiment 1 sur 2 vendu, je crois. C'est 40%, c'est le Kefta Cheddar. On parle de toi, de Gotaga, cette période-là. Il y avait aussi d'autres noms, mais ce qui ressortait le plus, c'était vous deux. Il y a un Aves, hein. Avec Titoun. Exactement. Bon, on connaît le résultat. Ouais, j'ai gagné. On va dire ça, mais est-ce que déjà tu étais au courant que ça allait être Titoun en face? Bien sûr que non, frérot. Mais c'était ça la blague. Ouais, c'était avec Gotha, on avait l'habitude de faire des vidéos 1v1. Pour moi, c'était qu'un énième 1v1 qu'on faisait ensemble, ça marchait bien, les gens kiffaient bien. Facile. Ouais. Mais il m'a mis son petit frère. Son petit frère, il faut savoir que même si il était très jeune, il est biberonné aux jeux vidéo. Et je sais pas, c'est subhanallah, je sais pas s'il y a un truc de gêne ou de. Dans la famille. Ou autre, on parle d'une famille qui a vu 4 joueurs pro différents par les enfants. Ouais, j'ai acquis, il y a Gotha. Il y a Corentin, il y a Ronan, son petit frère, qui a été joueur professionnel également, c'est-à-dire payé pour jouer aux jeux vidéo. Il y a Mel, sa sœur, payée pour jouer aux jeux vidéo, donc sur Valorant. Et il y a Titoun, qui est actuellement toujours jeune, mais joue à Valorant et est également à un très bon niveau. J'ai vu qu'il se l'a donné à Valo. Et qui pourrait éventuellement devenir pro, ce serait pas étonnant. Il est encore super jeune.
4 sur une même famille, on se rend compte de ce que c'est. Et le plus drôle, c'est que sur un truc du lundi, ils avaient fait jouer la toute petite, la plus petite, sur Fortnite contre Dogby, Je l'ai et vu. elle avait été forte. Elle jouait sur Switch. Alors qu'elle jouait sur Switch. Elle jouait sur Switch, je l'ai vu ce live. Comme j'ai dit, je sais pas s'il y a un truc de gène, de transmission, un environnement ou un truc, mais eux, ils ont eu un don. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un avant-après sur RS1 en termes de visibilité pour toi ou de renommée? Vu que c'était une des vidéos les plus vues de la chaîne de Gotha, oui, c'est sûr. Après, à cette époque-là, je faisais déjà des vidéos. C'était pas la première que j'avais faite Gotha, donc le public me connaissait déjà. Et moi-même, à cette époque-là, sur Black Ops 3, j'avais de bonnes vues. Je streamais souvent. La vidéo, elle m'a pas fait péter, spécialement Ouais. plus que ce que j'étais à l'époque. Ouais, ça a été un plus, quoi. Exactement. Un plus n'est pas une révolution. Et jusqu'à aujourd'hui, tu gardes un lien fort avec Call of. J'ai vu que tu Ces derniers streamais temps, j'y dessus. joue, ouais. Ah. Sinon, ce lien s'était estompé ces dernières années, parce que j'avais plus la passion. Les jeux me plaisaient moins. Warzone, c'est cool, mais c'est pas mon truc. En fait, c'est pas simplement la licence qui a perdu de sa hype ou quoi, c'est forcément un peu les deux, mais de facto, la licence avait pris un coup dur. Ça s'est ressorti dans les ventes. MW3, c'était vendu à 30 millions. Infinite Warfare, c'est 3 fois moins vendu. Donc déjà, il y avait des soucis. Et après, c'est réallé de l'avant à partir de Modern Warfare 2019, parce que Modern Warfare 2019 était un bon jeu et a suivi après Warzone. Après Warzone, il y a eu Black Ops Cold War, qui était bon aussi, moi j'aimais bien. Tout le monde n'a pas aimé, moi j'ai kiffé. C'était un bon jeu, je trouvais. Et après, t'as eu MW2 et MW3, et là, c'était un peu... C'est ça, c'est too much, répétitif. parce qu'ils se sont warzonisés, et donc ils ont gardé un gameplay très similaire d'une année sur l'autre, en tout cas avec très peu de variantes. Il y a eu Vanguard aussi, j'ai failli oublier. C'est celui sur la Seconde Guerre mondiale, Ouais, exactement. celui-là. Donc là, les gens, ils Catastrophique, voulaient plus lui. être sur la Seconde Guerre mondiale et tout. Et là, Black Ops 6, c'est lourd. Moi, j'aime bien. J'ai pas joué depuis hier, parce que hier, ils ont mis l'intégration de Warzone. Ouais, j'ai pas testé J'ai encore. cru voir que l'intégration de Warzone, c'est pas très bien passé. Je checkerai moi-même. Mais globalement, ouais, le multi, là, ça fait 2-3 semaines que le jeu est sorti. C'est rare que 2-3 semaines après, je sois encore sur la Call of Duty. Donc, je suis Ah ouais content. Ouais. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler de Call of. Le mois d'il y a 12 ans, a des étoiles plein les yeux. Alors, on a parlé de la création de contenu, de ton parcours compétitif sur Call of. Maintenant, on te connaît surtout pour les accs en roue libre. Ouais. C'est, on va dire, ton émission phare. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu comment t'es venue l'idée des accs en roue libre? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as eu des inspirations? Pour Zach Orly, c'est facile à comprendre. J'étais chez Eclipsia. Donc Eclipsia, à l'époque, c'était une web TV, une des plus grosses en France. Elle avait une TV dédiée à League of Legends. Elle avait une TV 1 qui s'appelait la TV généraliste. Donc c'est-à-dire c'était celle où il y avait des émissions. Et il y avait notamment une émission qui s'appelait la LPE, la petite émission, où il parlait d'actualité. Il pas d'actualité en mode guerre, économie et tout. Non, c'était un peu actualité d'internet, des tweets marrants, des reviews. Actu pop culture. Ouais, c'était un peu généraliste et c'était plutôt pas mal, j'aimais bien. En fait, sur cette TV, il y avait des créneaux et quand moi je venais d'arriver là-bas, j'avais quand même un certain statut parce que j'étais youtubeur, donc du coup j'avais déjà un public et tout machin, donc ils aimaient bien ça. Et à un moment, j'arrive là-bas, donc je suis à Paris, je suis installé, ils me disent écoute, on te laisse 1 heure, tu fais ce que tu veux. Donc moi je réfléchis, je prends une feuille, je me rappelle, j'ai pris une feuille, je fais la démarche d'écrire. Tu vois. Et je me dis, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire? Les interviews en général, je trouve ça globalement un peu mal préparé, pas hyper enrichissante et tout. Je pense qu'on peut en faire un peu mieux, mais avec un plus gros travail de recherche pour voir des points précis de la carrière de la personne. Donc j'ai fait ça, et en fait, vu que je venais d'arriver sur Eclipsa, la majorité des gens ne me connaissaient pas sur la TV, donc du coup je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais faire ça, et sur la première émission, je vais prendre des animateurs, et je vais le faire sur moi. Comme ça, je vais leur montrer des moments importants de ma carrière, des trucs que j'ai fait, des bidules, des carrières, parce qu'à ce moment-là, j'ai 22 ans. Mais t'avais déjà voilà. beaucoup fait. J'avais déjà un peu fait, mais voilà, c'était l'occasion de leur montrer des choses. Ils m'ont passé de Call of Duty 5 ans avant, j'ai fait la première émission, puis ensuite j'ai invité des gens que je connaissais, donc il y a eu Gotaga, il y a eu Domingo, il y a eu des machins. Il y avait un gros travail avec des assets, donc j'allais faire moi-même les screens, les clips, les machins. Je rigole, mais dans les 10 premiers invités, j'ai genre Gotha, Domingo, Brox, Pfut, j'avais eu The Kairi à l'époque, Moirtek. Genre, tu sais que dans les 10 premiers invités, genre ce que je viens de t'annoncer, c'est quand même... C'est du lourd. J'ai eu très vite des bons invités entre guillemets. Et ensuite cette émission, je l'ai portée sur le stream et ensuite Vitality et ensuite ma chaîne. Et tu penses que tu as eu ces opportunités-là de ces gros invités parce que tu avais des facilités à sociabiliser Ouais, et parce que surtout aussi je les connaissais déjà bien. Ouais. En fait c'était un des trucs qui était bien parce que Eclipsa c'était des streamers mais ils étaient très entre eux. Et c'était même des fois des petits streamers alors, qui n'étaient pas trop dans le monde. Moi j'arrivais avec ce panel ancien de Call of Duty, YouTube et je connais du monde. Ouais. Gotha il vient parce que je le connais. Domingo, il vient parce qu'il connaît Eclipsa, mais aussi parce que je le connais. Wartek, il vient parce que je le connais. Ça a été facilité sur tes De débuts. ouf, de ouf. Ça a bien aidé à pouvoir inviter les gens et créer cette émission un peu comme ça. Et après, au fur et à mesure du temps, je l'ai fignolé un peu, j'essaie de faire de mieux en mieux, tu vois. Il y a eu aussi des critiques, tu vois, qui sont venues et qui m'ont aidé à progresser, notamment sur la préparation, sur le temps de parole de l'invité, sur la pertinence des questions. Et là, c'est là où on revient à ce que je te disais un peu plus tôt, l'expérience. C'est ça, mais de toute façon, moi je l'ai vu en tant que viewer, l'évolution les tout premiers, je les ai pas forcément vus, mais les récents,
on voit que le professionnalisme et même que la production, il y a eu quand même un level up et c'est normal, tu vois. On fait ça depuis des années. Et je voulais te demander aussi par rapport du coup à Zach en roue libre, qui serait ton, on va dire, ton invité ultime, la personne que tu voudrais le plus avoir? Thierry Henry. Thierry Henry, il a un avantage, c'est que d'une, il a une carrière de fou, mais il a une carrière dans les médias. Il sait parler, et il sait bien parler. Moi, je suis d'accord avec toi. En vrai, ça peut être grave intéressant. J'espère que ça se fera pour, Inch'Allah, pour pouvoir le regarder. Est-ce qu'en 8 saisons de Zach en roue libre, tu te lasserais pas ou Non, je me lasse pas. Non, je me lasse pas, franchement, parce que, en fait, si tu regardes au fur et à mesure des saisons, j'ai eu une diversité d'invités énorme. C'est ça qui apporte la force. Les invités que j'ai cette année, c'est pas les invités d'il y a 5 ans. Ça fait moins de 3 ans que j'ai des sportifs régulièrement. Et vu que moi, j'ai un axe forcément assez sport, c'est un truc que je kiffe. Et là, cette saison, je compte ouvrir aussi à des gens plus généraux. Un truc que les audiences de l'époque ne me permettaient pas. À l'époque, pour faire des audiences, il fallait que j'invite des personnes qui aient une communauté. Maintenant, je peux inviter des gens qui sont juste connus, mais qui n'ont pas forcément de communauté. En tout cas, de communauté internet, je parle. Je pense que tu peux même aller plus loin. Tu pourrais inviter des no-names qui ont des histoires intéressantes. Vu que tu as ta propre communauté maintenant, ça sera regardé. Peut-être ça fera pas les mêmes stats que Ouais, bien sûr. des gros invités, Bien sûr. mais ça peut être intéressant. Bien sûr. En fait, le truc, c'est que pour des no-names, c'est plus compliqué parce que vu que j'aime bien faire des recherches profondes sur la personne, Ouais. s'il n'y a pas de ressources, Je- ça peut être cool quand je même. Tu vois, comprends. Guillaume Play le fait. Il reçoit des médecins légistes, des machins et tout, et le métier suffit à lui-même en soi, tu vois. Mais c'est pas le style d'interview que je fais généralement. Moi, c'est plus même une discussion qu'une simple interview, même si ça fait partie du truc. Et donc, du coup, tu vois, des sportifs. Donc, d'abord, j'ai eu beaucoup de foot, et après, derrière, j'ai ouvert des horizons, et là, depuis, j'ai eu du basket, du volley, et plein de trucs, tu vois. J'ai un gars du judo la semaine pro. On ouvre au fur et à mesure. Petit à petit, ouais. Petit à petit. Et après, peut-être des acteurs, des humoristes. C'est un truc qui me chaufferait bien. Tu vois. Acteur, ouais, ça peut être pas mal. Moi, j'ai eu l'impression, on va dire ce qui t'a permis d'avoir des plus gros noms et des invités quand même importants, même si tout le monde reste important, tu vois. Mais on va dire avec plus de notoriété, c'est l'interview que t'as fait du coup après le Ballon d'Or Ah ouais, avec de Benzema. Karim Benzema, ouais. Ouais, bien sûr. Tu l'as ressenti Oui, le bah changement? oui, il y a eu un avant-après énorme parce que ça te donne une légitimité de fou. C'est sa première interview vidéo après le Ballon d'Or. Ça n'a pas Ouais, été tu vois. TF1, ça n'a pas été. Il est venu, c'est un accord au Et ça, c'est quoi? C'est grâce au contact, grâce. Ouais. Ouais. Ça a été un travail de longue haleine. On a réussi à caler ça et ça, c'est fort. Chapeau, ouais. On en parlait tout à l'heure en venant. On a remarqué, nous, en tant que toujours viewer, le Ouais, Il y a avant-après. eu un switch. Après, ça s'est enchaîné. T'as fait footballeur, t'as fait tellement de monde. J'ai eu Samir Nasri, j'ai eu Florent L'émission de Pagny, Nasri, elle était vraiment pas La mal. Ligue et le Clichy, ça a été une très belle émission aussi. Didier Drogba. J'ai de la chance parce que c'est vrai qu'en général, j'ai moins à aller chercher des gens. Et je pense aussi qu'ils sont beaucoup plus libres qu'un média classique, télévision, quoi. Parce que c'est Ils guidé. prennent moins au parce que- sérieux Ah oui, la parce que c'est télé. guidé, parce qu'il y a des timings à respecter, il y a des pubs. En général, la télé, ils veulent que ce soit dynamique, donc du coup, il y a plein d'invités autour, donc ils parlent à 72 sur le plateau, Ouais. ou alors pendant 5 minutes, et puis il y a une page de pub, et ainsi de suite. Je pense que tu viens, t'es pas interrompu, tu discutes, je te donne l'espace qu'il faut. Puis voilà, après, ça dépend ce que tu as envie de donner à manger aux gens. Du coup, bah, pour en revenir un peu sur tout ce que tu faisais, Ouais. on avait pu remarquer à un moment, et tu l'avais même dit, que tu étais parti de Lyon pour aller sur Paris. Après, tu es revenu sur Lyon Ok, oui. et tu es retourné sur Paris. Qu'est-ce qui t'a fait retourner? C'est quoi? C'est les opportunités? J'envoie un message à ma femme en même temps qui me demande un truc urgent. Je t'explique. En gros, j'ai vécu à Lyon toute ma vie. Je suis retourné à Paris une première fois pour Eclipsia en 2017. Je suis resté que quelques mois, je suis rentré. Je suis retourné à Paris en 2019. Je suis resté quelques mois, je suis reparti avec des crises d'angoisse en plus. Donc c'était une époque où j'avais un rythme de vie et une vie chaotique. Je détestais ça. Donc je suis rentré chez moi, chez mes parents, chez ma mère, dans un cadre familial qui m'a permis de retrouver un peu du calme pendant quelques temps, avant de m'installer avec ma femme en 2020, juin 2020. Juin 2020, on est resté à Lyon un peu moins de 3 ans. Après quasiment 3 ans, on a décidé de monter à Paris parce que j'en avais marre de faire des allers-retours. Ouais. Donc c'est le moment où j'ai pris le local, j'ai lancé ma boîte en janvier 2021, Zachnani Prod, qui a 3 ans et demi maintenant. Grosso modo, j'ai lancé ma boîte, j'ai pris un stagiaire, j'ai pris un alternant, on a créé des émissions, on a fait des trucs à Lyon, des concepts, des bidules, des machins. Et ça a été un laboratoire. Ça a été un laboratoire où j'ai tout essayé. J'ai essayé des émissions, j'ai essayé des concepts, j'ai essayé des trucs. Mais en même temps, j'ai appris. En fait, j'ai essayé et j'ai appris. Et c'était ça, en fait, le but. Et donc, du coup, j'ai pris des mecs avec moi. Certains sont devenus des employés. Certains sont devenus des gens avec qui je travaille encore maintenant. Ils sont en freelance, mais je travaille encore maintenant. Avec Alexandre, Alex, que certains vous donne des vidéos. On a fait des voyages. En fait, ça a été un laboratoire géant. Où j'ai pu voir, ok, ce type de vidéo, ça fonctionne. Ce type de vidéo, ça fonctionne. Moi, ce concept-là, c'est cool. Ce concept-là, c'est moins cool. Vraiment, ma chaîne de 2020 à 2023, c'est un bordel. Mais au moins, Parce que tu testais. j'ai tout essayé. Ouais, 2020 à 2022, surtout, j'ai tout testé. J'ai lâché le gaming. Et pour la petite anecdote, j'avais postulé pour ton émission, j'ai plus le nom. Loop. Ouais, c'est Ouais, à ça. l'époque, ouais. Mais On avait fait le casting ouais, et non, tout, mais machin. moi, gros fainéant que je suis, je crois qu'il fallait faire une vidéo pour Ouais, se présenter. ouais. T'avais fait un pavé comme J'ai ramené Théo Clément à l'époque, qui était aussi producteur de Popcorn. pour exactement. qu'on puisse voir. Celui qui travaille avec Domingo. Exactement. Et ça s'était bien passé. Ah, elle était cool l'émission à Sauf regarder. qu'au bout d'un moment, c'était chiant à faire.
Genre une vraie émission avec un édito et des invités et des trucs. Ça prenait tellement de ressources pour bien faire ça chaque semaine. Difficile au bout d'un moment. Genre c'est pour ça qu'on a arrêté parce que vrai, à la longue, ça fonctionnait bien, mais c'était trop de ressources. L'émission, elle pouvait faire entre 2 et 5 000 viewers. Ah. Et en regardant le YouTube, il y a des VOD, et franchement, il y a des trucs, on a fait des bêtes de vues, tu vois. Ah non, mais moi je te le dis, pour un l'émission truc- elle était très intéressante. Pour un truc parti full indé, full financé comme ça, franchement mec c'était pas mal. Je me suis reconcentré sur Zach en libre, je suis allé vivre à Paris, tout simplement parce que en 2022 j'avais fait 50 000 km en train. Ah ouais, quand même. Quand j'ai reçu mon récap SNCF, j'ai dit c'est bon, faut arrêter les conneries. En fait j'ai monté à Paris 2 à 3 jours par semaine, Ouais. donc en fait c'est trop chiant. Enfin c'est pas chiant parce qu'en mode regardez-moi je monte à Paris, c'est relou, c'est pas ça. C'est juste que c'est dans l'équilibre de vie. Enfin tu sais que tu dois bouger le mardi et que tu rentres le mercredi ou le jeudi, puis ensuite le jeudi t'es rentré, mais tu sais que 3 jours plus tard tu repars quasiment, ça fait que quelque part dans ta tête t'es toujours en mouvement et que t'es Ouais. jamais fixe, tu vois. Genre, ok, donc là, après-demain je pars, ok, demain je pars, ok, je suis parti, que je suis pas chez moi, ok, je viens de rentrer, dans 4 jours je repars. Et ça, sur plus d'un an. Franchement, mec, je connais quasiment, je pense, tous les segments de Lyon-Paris, tellement je l'ai fait, tu pourrais me caler sur un endroit, me dire on est à peu près vers où, je pense que je peux te dire à peu près là où on est. Bon, je rigole évidemment, hein, j'abuse, hein. Mais je l'ai poncé cette ligne, tu vois. Mais ouais, à la fin, j'avais besoin de stabilité. Je finis l'émission, je rentre chez moi. Ouais. Et je rentre pas à l'hôtel. Donc là, quand je finis l'émission, je rentre chez moi et je rentre à Lyon. Et là, je viens à Lyon 1 ou 2 fois par mois. Pour Et voir ma famille, pour voir mes amis, pour voir l'OL et garder un rapport avec ma ville. Du coup, vu que tu as beaucoup voyagé et aussi tu as vécu dans des pays différents, Ouais. quelle est pour toi ta destination où tu t'es dit ah ouais, Le Japon. ah ouais? Ouais, pas original, le Japon. Ouais, j'ai vu, t'as fait 2 voyages, c'est ça? Ouais, 2 fois 3 semaines, le Japon exceptionnel, en long, en large, en travers. Moi, j'ai trop kiffé cet endroit. Les Japonais, trop sympas. Le pays, j'ai kiffé. Il n'est pas parfait, évidemment, tu vois, il a des défauts. Mais j'ai fait Tokyo, j'ai fait en dehors de Tokyo, j'ai fait d'autres grandes villes, j'ai fait la campagne. J'ai trop kiffé ça, donc franchement, le Japon est très beau. C'est vraiment le voyage qui m'a le plus marqué parce que c'est là où j'ai découvert c'est quoi une mégalopole. J'ai déjà vu des grandes villes, j'avais jamais vu de mégalopole. Mégalopole, c'est des villes qui sont énormes, hyper étendues. Et Tokyo, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, c'est immense, c'est genre 17 fois plus grand que Paris, donc c'est hyper étendu. Il y a 40 millions d'habitants quasiment, si on prend tout en compte, sinon on est à au-dessus de 20. En fait, quand tu vas dans une grande ville, en quartier intéressant à faire, t'as entre 4 et 6 quartiers qui valent vraiment le coup. Et après, t'as des petits trucs sympas ou des quartiers qui sont des quartiers de vie. Mais c'est pas forcément des quartiers hyper passionnants à visiter. Bah, en fait, à Tokyo, l'avantage, c'est que c'est pas entre 4 et 6 quartiers ou arrondissements, c'est que c'est 15-20. Et 15, mais quand je dis 15-20, j'abuse pas, il y a entre 15 et 20 quartiers qui valent à 100% le détour, qui sont immenses, divers, il y a des trucs à faire, des trucs à voir, et qui ont vraiment des différences marquées entre eux. C'est ça que j'aime bien. T'as des quartiers où c'est plutôt pour ceux qui veulent faire la fête, t'as des quartiers pour ceux, bon déjà il y a de la bouffe partout, et il y a des quartiers avec un peu plus de bouffe, des quartiers où il y a des équipements de sport, des quartiers où c'est plus si t'aimes bien les animés, les mangas, les machins, des quartiers où c'est plus si t'as envie de parc, je sais pas, tu veux de la verdure. Il y a Il y a tout. et dans toute la ville. Et au milieu de tout ça, t'as des quartiers plus calmes qui valent aussi le détour et qui sont grave cool avec des beaux temples, des trucs sympas à faire. Donc la vérité, ouais, non, moi Tokyo j'ai kiffé et même en dehors de Tokyo j'ai kiffé. On est allé à Nikko, au-dessus de Tokyo, à une centaine de kilomètres, c'est de la frappe. On est allé à Fukuoka. Après, sinon, ouais, j'ai beaucoup voyagé en Europe et au Canada, États-Unis, Maroc. J'ai fait l'Arabie Saoudite une fois, j'ai fait Qatar aussi. Donc, ouais, il y a des choses. Moi, j'ai beaucoup fait l'Europe aussi. Surtout. Ouais. Prague, je kiffe, Budapest, le Portugal, je kiffe ce pays. J'ai grave consommé tes vlogs Europe. Là, en Europe, C'était des pépites. Édimbourg, de la patate atomique. Des pays, tu te dis, mais ça donne pas envie, Ouais. mais en vrai, quand tu regardes et Ouais, tout. j'ai fait la Lituanie, la Lettonie, j'ai fait la Séville, j'ai beaucoup voyagé, alhamdoulilah, j'ai eu de la chance. Alhamdoulilah. Mais pareil, moi, tu vois, par exemple, le Japon, ça serait pas le voyage de mes rêves, parce que, en tant que musulman, on aimerait tous aller à la Mecque, faire Évidemment. notre Hajj et notre Amra. Mais non, moi, Tokyo et le Japon en général, c'est. Ah, je conseille. Franchement, ça, en tout cas en vidéo, quand on le voit à travers soit tes vlogs ou ceux des autres Je créateurs conseille. de contenu, Franchement, je te dis, je conseille. ça a l'air C'est incroyable. vraiment lourd. Alors aujourd'hui, tu es à la tête de plusieurs entreprises, Ouais. notamment la Zaknani Prod Ouais. et la Case d'Allery où on se trouve aujourd'hui. Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Quelles sont les plus grosses difficultés que tu as rencontrées? Alors, je suis cofondateur de la Case d'Allery parce que j'ai des D'accord. associés avec moi, je suis pas tout seul dedans. Avec ces associés, on possède la marque à un certain niveau de part. Mais je suis pas le patron de la Case d'Allery, je suis la face la plus visible. Et il y a Dalil, il y a Romain et il y a évidemment Fred. Je suis pas tout seul et je tiens à le dire. Zaknani Prod, c'est ma boîte. Là, par contre, c'est à 100% à moi. Il n'y a pas d'autres investisseurs ou d'autres associés. Je suis dedans et il y a mes employés et des partenaires avec qui on travaille. Zaknani Prod, c'est simple, j'ai passé des années en auto-entrepreneur. Mais en fait, à partir de 2020-2021, donc tout début 2021, j'ai senti que je devais passer un petit peu un cap et lâcher le statut d'auto-entrepreneur. Parce que le statut d'auto-entrepreneur, il est bien quand t'es tout seul, t'as pas de coûts et que tu fais pas beaucoup d'argent ou alors que t'as envie de palper un peu. Parce qu'en fait, tu prends tes sous, tu fais 1000 € de CA, tu payes tes 25%.
grosso modo. Et les 750 €, le reste c'est pour toi, même s'il y a aussi des impôts, des machins, des trucs. Bref, je simplifie au maximum. Moi, j'ai voulu passer en société. Parce qu'en société, même si c'est compliqué, enfin pas compliqué, mais même si ça coûte plus cher de se donner des sous directement. Déjà d'une, moi j'avais jamais touché l'ACRE quand j'étais en auto-entrepreneur. Donc j'ai touché l'ACRE quand j'étais en société. L'ACRE de société, ça m'a permis pendant 1 an de me donner des salaires en n'étant pas très imposé dessus. Donc j'avais des baisses de cotisation. Donc ça m'a aidé sur ma première année en société. Et surtout, sorti de ça, l'avantage de la société, c'est que tu commences à différer tes finances. Donc tu as tes finances perso et tu as tes finances d'entreprise. Là où en auto-entrepreneur, sauf si tu es très bien organisé, tu as tout sur le même compte. Parce que dès que tu dois payer un petit truc, un monteur, un machin, un truc, un bidule, tu peux pas retraiter tes coûts. Donc le statut est mal foutu. Parce que si tu fais monter tes vidéos par un monteur, tu dois les payer avec ce que tu fais via les sous d'auto-entreprise, mais c'est aussi mêlé avec ce que tu gagnes toi. Donc en fait, c'est un peu flou. Surtout au-delà de ça, tu ne peux pas retraiter tes coûts. Genre par exemple, quand tu achètes du matériel, quand tu as un voyage, quand tu as des employés, quand tu as des machins, quand tu as des trucs, c'est pas possible. Ce que je dis globalement, je le simplifie au maximum. Il y a quelques accroches, mais grosso modo, c'est ça qu'il faut comprendre. Bien sûr. Le dessert qui est apparu. Du coup, on vient de recevoir les msemen au Nutella. Ouais, c'est ça. Je voulais quand même un petit dessert. Ça se voit que c'est une tuerie, ça. Ouais, magnifique. C'est pas vraiment Nutella, parce qu'on a abandonné le Nutella, on fait chocolat noisette. Donc ouais, je te disais, en janvier 2021, du coup, le statut auto-entrepreneur était plus trop adapté, donc j'ai lancé ma boîte. Pour l'instant, ma boîte, ça m'a permis de prendre un local, donc on a trouvé un local que j'ai pris avec un ami à moi. Donc on partageait, ouais, c'est ça, Thomas. Donc on partageait à deux le loyer, on avait chacun sa partie et tout, donc c'était plutôt bien. Et après ce local, bah du coup, vu que les sous allaient dans la boîte et pas en perso, bah, donc du coup, j'ai fait ce que je peux faire avec une boîte. Donc j'ai commencé à chercher et j'ai pris un stagiaire, une stagiaire et un alternant à l'époque. Et au fur et à mesure, j'ai complété l'équipe. Donc stagiaire alternant, après alternant stagiaire, après alternant stagiaire contrat mi-temps, après contrat à mi-temps, machin. Et en fait, ça a fait que de s'étoffer. Jusqu'à arriver à maintenant où on a j'ai genre 5 employés, 5-6 employés à plein temps, alternants, stagiaires, mais j'ai des employés. Et j'ai des freelances avec qui on travaille régulièrement et tout. Donc voilà, donc, et cette période de 2 ans, avant que j'aille habiter à Paris, elle a été nécessaire parce que ça m'a permis de vraiment pouvoir commencer à être sérieux. C'est-à-dire à tester comment produire une émission moi-même, comment produire certaines vidéos moi-même, certains concepts, comment avoir un cadreur, de la créa, des machins, des bidules. On a tout testé. Pour en revenir à ce que tu disais, où tu as embauché au début des alternants et des stagiaires, moi je l'ai remarqué que tu as su bien t'entourer. Ouais. Parce que quand tu regardes un peu tout ce qui se fait sur Internet, la plupart des créateurs de contenu disent la même chose. C'est très dur de déléguer et c'est très dur de trouver quelqu'un de confiance et qui a la même vision ce que toi tu faisais déjà tout seul. Après ça faut apprendre et surtout faut savoir aussi miser et lâcher et identifier ses forces. Moi le montage vidéo c'est pas ma force. Au début je montais moi-même, puis après 2, 3, 400 vidéos montées. Dès que j'ai pu, j'ai donné le montage. Les miniatures j'ai jamais fait moi-même, je sais pas en faire. Et après derrière il a fallu que je cadre. Tu sais dès qu'on a commencé, dès qu'on a sorti de Call of Duty cam fixe ou alors vlog, il a fallu que aussi je fasse les trucs un peu mieux. Et le cadrage, c'était pas ma spécialité, donc j'ai pris un cadrage. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Comment t'es venue l'idée de ta deuxième société, du coup, la Case d'Azri? L'idée, en fait, c'est très simple. En décembre 2022, à l'époque de la Coupe du Monde, j'avais fait une OP avec JFK Burger. Et à cette époque-là, cette OP s'est fait via certains de mes associés avec qui je travaille maintenant. Et l'OP avait très bien fonctionné, j'avais eu un code de réduction et tout machin qui avait été grave utilisé. Du coup, ils ont fait, ah, c'est pas mal. Et après, derrière, moi, en 2023, j'ai commencé à faire des vidéos street food avec Joël. Alors, on faisait déjà des vidéos autour de la bouffe, mais c'était plus des vidéos où on faisait nous-mêmes les plats. On avait testé un peu, genre on a fait à la marinade en 2022. On a fait plein de trucs comme ça. Et je tiens à dire, cet homme a mis la lumière sur la marinade dans toute la France. C'était déjà un peu populaire. C'était populaire sur Lyon et les alentours. Et j'ai aidé sans doute un peu à rendre le truc encore plus populaire. Mais ça l'était déjà, je vais pas mentir. Maintenant, quand vous allez un peu sur Twitter, tous les jours je vois quoi? Une personne qui a fait Paris-Lyon juste pour tester la marinade. Dédicace aux frères qui travaillent là-bas. Non, moi j'y mange de temps en temps parce que j'habite pas très loin. Franchement, c'est toujours aussi bon. Ça fait plaisir. Bah oui, surtout quand tu vois des frères s'élever, et même si tu as contribué de loin, on va dire, ça fait toujours plaisir. Je leur laisse le mérite quand même, j'ai pas envie de Bien sûr, parce que c'est pas toi qui es derrière les fourneaux. C'est ça. Mais tu vois, comme pour moi aujourd'hui, tu me donnes un peu de lumière, Inch'Allah, si ça se fait correctement, en tout cas, on saura ça vient de qui, tu vois. Avec plaisir. Et donc du coup, les anciens avec qui j'avais déjà fait une OP, grosso modo, ils ont voulu allier le fait que je fasse des vidéos street food, globalement cuisine, que j'ai une passion pour ça. En fait, vu que j'ai fait plein de vidéos autour de ça, j'ai aussi un peu mes avis. Je participe à l'élaboration des recettes. Le Little Italy, ça a été la combinaison d'une idée d'un de mes associés et d'un truc à moi. Par exemple, c'est moi qui ai voulu que le pastrami vienne. Après, derrière, eux, ils ont eu une idée avec un mélange de poulet et tout. En fait, ils voulaient faire soit un semaine full pastrami, soit un semaine apporté différemment. Et en fait, lors des tests, je leur ai dit, viens, on combine le poulet et le pastrami, mais on met un peu moins, mais ça va servir comme du bacon. Et c'était le meilleur résultat.
Et ça, j'étais assez content, tu vois. Et donc, du coup, bah voilà, ils m'ont proposé de lancer ça. Et ils avaient un premier resto. Un resto qui venait d'un de leurs proches, c'est celui de Paris 10 que vous voyez, Ouais. qui faisait déjà des sandwichs, mais d'autres trucs, ça n'avait rien à voir, ça s'appelait à bas de bouterie avant. Et donc, du coup, le gars était prêt à tenter le coup, devenir une casse-dallerie, donc faire les petits travaux, tout ça, machin, et devenir le tout premier resto pour qu'après, derrière, on puisse lancer prospection et trouver d'autres restos. Donc, Paris 10, on a inventé les recettes, imaginé un peu le truc, fait le branding, la DA, les machins, blablabla. Et on a lancé le premier resto en février. Ça s'est bien passé. Quelques mois plus tard, on a ouvert le deuxième à Bordeaux. Juste après, on a ouvert le Valois. Et enfin à Lyon, ici, là où nous sommes. Et Inch'Allah, il y en a 2 nouveaux qui arrivent dans les 2 mois qui viennent. Inch'Allah. En France aussi ou pas à l'étranger pour le moment? Pas pour le moment. Franchement, c'est une tuerie. Tu as eu un bon concept. Ça fait plaisir. Honnêtement, avant toi et toi et tes associés, ce que vous avez fait, je connaissais le MCMN comme tout le Bien monde, sûr, tu bien vois. Mais faire dérouler à partir de ça, soit tu le voyais au Bled, Ouais. soit tu le voyais au marché aux puces, peut-être à Lyon. T'en avais. Mais c'était pas répandu Au comme marché aux maintenant. puces, et puis t'avais quelques marques qui pouvaient le faire. Même sur Paris et tout. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'on n'a rien inventé. Ouais, Par contre, on a capitalisé sur un truc qui n'était pas beaucoup exploité. exactement. Mais je veux pas être là, je suis l'inventeur du MCMN, machin. Non, surtout que le Ça va MCMN, pas. c'est traditionnel, Mais ça oui, existe ça va depuis pas, des années. mais genre, on a attendu Saknani pour ça. Non, au lieu de, c'est- par exemple, te lancer dans les smash burgers, Non. t'es parti dans un truc plutôt Ouais. original. Le 136e Smash Burger, c'est bon. Ouais. Donc il y a de la livraison, évidemment. Tu l'entends là, tout ça là c'est Uber Eats. Donc dès que vous entendez tout, c'est une commande. Il y a évidemment la livraison représente à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires. 2 tiers c'est sur place. D'accord. Pour moi le sur place c'est important. Et honnêtement, bon, j'ai pas fait celui de Paris, mais celui de Lyon, vous êtes bien installé, comme vous voyez. On voit pas trop, mais il est installé sur un bon sidéri. Ouais, on est à l'étage. Lui c'est notre meilleur resto pour l'instant en termes de à quoi ça doit ressembler pour moi une casse-dallerie. Ok. Il y a encore quelques défauts évidemment, mais en termes de travaux de l'intérieur et d'expérience, c'est le mieux. Mais tu vois, tout se fait avec l'expérience. En fait, au début, on s'est développé vite parce que on a pris des franchisés, on transformait vite fait le resto, mais sans forcément faire des grands trucs. On brandait le truc, on formait les cuisiniers et on envoyait. Ok. C'est ce qui permettait d'ouvrir le vite possible pour développer le truc, avoir un effet de regardez, là il y en a un, là il y en a la nouvelle recette, Et pour montrer que ça marche bien aussi. Bah oui, et puis pour l'exporter vite, tu vois, c'est important. Si tu restes bloqué sur Paris 1 an et demi avant d'en ouvrir un deuxième, ça va être problématique, tu vois. Alors que là, nous, en moins de 8 mois, il y en a 4, et en moins d'1 an, il y en aura 6, pardon. Mais du coup, en fait, le truc, c'est que les gens, ils viennent, ils ont une expérience. Nous aussi, on est encore en train de définir c'est quoi l'expérience casse-dallerie. C'est les recettes, mais qu'est-ce que tu retrouves sur place? Et donc du coup là, on est en train de réaliser nos premiers investissements pour pouvoir uniformiser le tout et réussir à créer un certain standard de qualité sur quand tu vas dans une casse-dallerie, il y a quoi comme mobilier, quoi comme ambiance, il y a quoi comme, grosso modo, au-delà des recettes, expérience globale. Ici, c'est pour moi ce qui se rapproche le plus. Les tables, elles sont bien, le mobilier est cool, mieux que par exemple à Paris 10. D'accord. Le Valois, c'est cool aussi, mais c'est différent, tu vois. Donc quelqu'un qui vient ici et à Paris, il n'a pas la même expérience. Elle peut être meilleure ici à certains égards ou meilleure à Paris sur d'autres. Et comme Bah, ça, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une constante. C'est-à-dire qu'il y ait une constante dans l'aménagement des restaurants. Dans la DA, donc les directions artistiques, on l'a, les couleurs, le logo et tout, mais je veux dire la DA architecturale de l'intérieur des restos. Qu'il y ait une consistance. Quand tu vas dans un McDo, c'est ça, dans c'est un ce que Otakos, je dans voulais un te dire. Gomu Burger, pour citer. Globalement, que tu ailles dans celui de Paris, de Marseille, tu le sais. La disposition, tout ça, ça ne se ressemble pas tous, mais il y a une constante. Un McDo, tu sais, elle va être à peu près comment les tables, tu sais à peu près comment va être disposé le restaurant. Au tacos, pareil. Gomu Burger, pareil. Et ben, j'aimerais bien que la casse-dallerie, ce soit pareil. Inch'Allah. Et que ça élève le tout pour aussi, après, derrière, avoir des bons franchisés. J'en ai déjà des bons. Et ce que je veux dire, c'est ouvrir le truc et que les franchisés puissent aussi offrir une expérience globalement meilleure. D'accord. Pour résumer un peu tout ce que tu viens de dire, c'est tu te dis demain, bah, j'ai envie d'investir, acheter la franchise casse-dallerie, j'achète pas juste le nom, la notoriété de Zach, Non. j'achète un package complet. Voilà, exactement. Tu achètes un package avec une DA, des recettes, une chaîne logistique, avec des fournisseurs, un savoir-faire, et après, derrière, évidemment, la clientèle. Et les restos se passent plutôt bien. Certains avaient plus de facilité que d'autres. Par exemple, ces derniers temps, et je suis très transparent dessus, ces derniers temps, Bordeaux, il y avait moins de monde le midi. Donc on s'est dit, bah tu sais quoi, ça peut être l'occasion de tester des promos pour la première fois. Parce qu'en fait, les promos, tu les testes que quand un resto est prêt à les tester. D'accord. Parce qu'un restaurant, ça vit aussi, et ça, je l'ai compris. Ça, c'est la première expérience que j'ai compris au bout de quasiment 1 an. C'est qu'un restaurant, ça vit. C'est pas linéaire. Un resto, ça va bien se passer pendant 1 mois. Puis ensuite, pendant 1 semaine, ça va pas être bien, il y a des problèmes. Puis ensuite, pendant 3 semaines, ça va très bien se passer. Puis après, pendant 1 semaine, pareil, il va y avoir un souci. Et le souci, ça peut être de tout. Ça peut être logistique, ça peut être en cuisine, ça peut être la taille d'Emsemen, parce que tu as reçu un badge d'Emsemen plus petit. À Paris, cet été, on avait eu un souci à un moment comme ça. Les abonnés sont commencé à me dire, ouais, Zach, les sandwichs sont petits et tout. Je dis, attends, nous, on a conceptualisé le truc. Le sandwich, il fait entre 420 et 450 grammes. En dessous, c'est qu'il y a un problème. 420 à 450 grammes, c'est quasi un demi-kilo. Ouais, et surtout pour en avoir mangé la moitié C'est un là, certain prix, mais ça bourre. ça bourre, Franchement, tu c'est vois. bourratif. C'est bourratif à la mort, tu vois. Tu viens, tu te couches, quoi, tu vois.
Quand j'ai vu qu'il y avait eu un petit souci par rapport à ça, bah d'une, j'étais pas content, parce que c'était pas représentatif de ce qu'on était capable de faire. Et le temps de comprendre, de régler, de machin, de trucs, le mal est un peu fait pendant quelques temps. Bah après, tu passes à autre chose et t'essayes de, parce que un resto, ça vit. Là, Paris, c'est bon, il n'y a plus ce problème. Mais du coup, tu vois, par exemple, Bordeaux, le souci, bah il y est plus là. Et peut-être qu'il y en aura un autre dans 3 semaines. Là, Lyon, bah peut-être qu'il y aura un autre souci dans un mois. C'est ça, t'as des tendances selon aussi quel moment du mois aussi tu es. C'est ça. Mais monter un truc comme ça, être le co-gérant d'une grosse franchise comme ça, et je te l'espère à l'avenir, qui va continuer à grossir, franchement chapeau, parce que je l'ai vécu, et déjà juste un resto à gérer, c'est une très grosse prise de c'est pas tête. facile. Ouais. Alors, comme tout le monde a pu le voir, ça fait quoi, plus d'un an, à peu près un an, tu t'es mis à la course à pied. Ça, un an et quelques. C'est parti de quoi? Parce que Japon 2023, sorti du Japon, j'étais trop gros. Donc je suis allé à la salle de sport et j'avais trouvé un petit circuit de renforcement musculaire à faire. Et à la fin du renforcement musculaire, j'allais faire un peu de tapis à la fin. Ok. Au début pour de la marche, au début un peu de marche-course, et après de plus en plus de courses. Puis après la course, je l'ai fait que ça. En fait, au bout de quelques temps, le renfort musculaire, ça m'a saoulé. Mais en fait, ça m'a apporté toute la solidité dont j'avais besoin sur la chaîne postérieure pour pouvoir commencer, parce que j'étais en surpoids. Quand je fais plus de 100 kg et que tu cours, c'est des chocs terribles sur les genoux, les tendons et tout. En fait, paradoxalement, sans le savoir, le fait d'avoir fait du renforcement musculaire pendant 3 mois, ça m'a apporté une force dans les jambes qui fait que quand j'ai fait que courir, bah, j'étais déjà apnée. Et ça a adapté mon corps, et au fur et à mesure, j'ai fondu. Donc la charge sur le corps a baissé. Et donc du coup, j'ai des jambes aussi qui sont affûtées. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ton corps se transforme avec la course. Tes tendons, tes ligaments, tes cuisses et tout se forme pour courir. Parce qu'en fait, un corps, ça se shape. selon le type d'exercice, Exactement. les muscles ils vont se former d'une façon Exactement. ou d'une autre. Donc j'ai couru, j'ai couru dehors après. Et après, derrière, la France TV qui m'a proposé le marathon. Et puis voilà, ça m'a, grosso modo, après tenu l'année sur le marathon. Et là, post-marathon, d'un marathon à un autre. Donc là, je suis en préparation. Donc je suis en fin de convalescence d'abord parce que je termine de soigner une toute petite entorse. Et après, derrière, marathon de Tokyo, Inch'Allah, début mars. Inch'Allah, on te le souhaite de le terminer. Faire un bon temps, Inch'Allah. Je vais faire un bon temps là. Ouais. Tu sais à peu près, tu vis 4 combien? heures. Je fais 4h47 le premier, mais il y avait des montées, c'était de nuit. Là, 4 heures, ce serait bien. Ok, en plus au Japon, ta ville de cœur, tu peux que kiffer. J'ai vu des images déjà du marathon de Tokyo, tu fais vraiment quasiment toute la ville, avec des endroits emblématiques et tout. En plus, le Japon, c'est idéal pour courir, donc vraiment, on t'a vu aussi t'exprimer au foot. Ouais. D'abord sur le 11 All-Star et ensuite... Spike. ouais, c'était le nom du coup. On a vu une évolution. Ouais, malheureusement. On se rappelle tous du tacle destructeur contre... je préférais quand je mettais un tacle destructeur, tu vois. Au moins tu laissais ta trace. Au moins je laissais ma trace. En fait là c'est horrible parce que vraiment le numéro 1 autant, vas-y, j'avais pas fait des actions très marquantes, mais j'avais fait ce tacle, donc il y avait de quoi se marrer. Tu vois, genre j'étais ressorti, on avait rigolé. J'étais moi-même mort de rire, tu sais, je regardais les montages sur moi et tout. C'était gaulerie, tu vois. Là, j'ai été insignifiant, donc j'ai pas touché le ballon, c'est pire que tout. Après, pour avoir vu le match, déjà, il était beaucoup moins intéressant que le premier. Oui. Moins, bon, au niveau de la prod et tout, il y a eu on a senti la différence. Et surtout, en termes de foot, c'était niveau district, même plus bas. Ah oui. C'était à qui va envoyer le premier taquet, à qui va blesser l'autre. Ouais. Non, le match était ça se voyait, très intéressant. Personne... Très haché, des fautes toutes les 2 secondes. Ouais, c'était moins intéressant à regarder. Avec ce qui s'est passé avec Brooks et tout, ça a fait des grosses pauses et tout, insupportable. Et je ne vais pas te demander de spoil ou de communiquer à la place des autres, mais est-ce que tu sais s'il y a d'autres matchs de ce type qui sont prévus? Ouais. Aucune idée. En tout cas, je te le souhaite pour que tu puisses montrer tes talents. J'ai dit après Tokyo, je m'inscris dans un club de foot à 11. Comme ça, la prochaine fois, c'est pas 2 semaines d'entraînement ou 3 que j'ai, c'est quelques mois. C'est ingrat un match de foot parce que je pense que tu pensais, tu disais je suis mieux préparé. Ok oui. Ok oui. Et le problème c'est que 11 joueurs, tu peux pas trop oui. pendant des autres. Et j'ai pas pu toucher un ballon. Alors après, j'ai sans doute pas, je me suis pas assez démarqué ou quoi, machin, y a pas de souci. Le pire c'est que tu vois, les matchs d'entraînement, ça se passait bien. Dernier entraînement avant le France Espagne 2, c'est ce que je l'ai déjà raconté, j'avais mis un triplé. J'ai vu ton but là, le lob magnifique. Ouais, le lob, lui c'était un autre match amical encore, mais du coup, si Saïd il prend cette formation, au début c'est pas pour rien, c'est qu'on l'a testé, ça fonctionnait. En tout cas, on te souhaite, comme je t'ai dit, de terminer ce marathon et de faire le temps que tu souhaites, Inch'Allah. Je voulais te demander, du coup, avec toutes ces casquettes, tout ce que tu fais, est-ce que tu arrives à gérer ta vie pro et ta vie perso sans délaisser une des deux? Non, ça se passe bien. Les deux, j'arrive toujours à trouver du temps avec ma femme et tout, à faire des activités, des trucs, je l'intègre souvent dans les choses que je fais. Non, ça se passe bien. Alhamdoulilah, t'as un bon équilibre. C'est très demandant par moment, mais ça se passe bien. Alhamdoulilah. En tout cas, merci beaucoup. Je t'avais annoncé 1 heure. Tu t'apprendras à me connaître. Je connais. Je suis la pire fraude du monde. Je connais, y a pas de souci. J'ai fait un effort, je suis arrivé à l'heure. Ouais.
Je suis toujours en retard. C'est Je beau, travaille là-dessus. Et quand j'annonce une heure, je suis désolé, mais je Pas de t'escame. soucis. T'inquiète, mon frère. Non, voilà, j'ai Pas de essayé de faire au plus vite, problème. mais Pas de problème, t'inquiète, je passe un bon moment. moi aussi, en tout cas, Tout ça va m'a bien. fait énormément plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir Bah oui, merci suivi à cette vous. vidéo. Bah oui. C'est la première d'une longue série, j'espère. Je veux pas spécialement me spécialiser dans les interviews. Non, mais Là, je l'ai fait parce que, comme je t'ai dit, on a tenté honnêtement, des choses. t'es une personne qui m'a beaucoup inspiré. Et Plaisir. vu que je consomme énormément de tes interviews, bah, je me suis dit pourquoi pas interviewer l'intervieweur. Par la suite, on verra ce qu'on fait. On fait beaucoup de live sur Twitch. On joue à tout, FIFA, Call of, même des jeux. Des fois, tu te demandes ils sortent d'où. Mais juste on kiffe. On se retrouve à la prochaine vidéo, Inch'Allah. En tout cas, je voulais remercier encore une fois le frère Ozak. Avec plaisir, mon frère. La Case d'Alri de Lyon de nous avoir accueillis et de nous avoir privatisé cette salle. Et bien sûr, le frérot Wassil derrière la caméra. Dédicace. À la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, les frères. Ciao.